Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur les algorithmes classiques, nous allons étudier la complexité de l'algorithme d'Euclide. Donc on va commencer par rappeler un petit peu ce que c'est que cet algorithme et il est là pour nous aider à calculer le PGCD, le plus grand commun diviseur de deux entiers. En anglais, le PGCD, ça se dit GCD. Alors par exemple, le PGCD de 12 et 20, c'est le plus grand nombre qui divise à la fois 12 et 20. Donc c'est pas 2, parce que 2 ça divise bien 12, 2 ça divise bien 20, mais c'est pas le plus grand, il y en a un plus grand qui divise les deux, c'est 4. Si je prends par exemple le PGCD de 5 et 7, ben, je vois assez rapidement qu'il n'y a aucun nombre autre que 1 qui divise les deux, aucun autre nombre positif. Donc le PGCD, cette fois-ci, c'est 1. Si je prends un nombre n quelconque et 1, eh bien le PGCD, c'est un nombre qui doit diviser les deux, forcément, le plus grand, ce sera 1. Et si je prends le PGCD de 0 et d'un nombre entier n qu'on va supposer non nul, eh bien le PGCD, ce sera n, puisque n'importe quel nombre divise 0, donc le plus grand nombre qui va diviser les deux, ce sera n. Alors, de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour calculer le PGCD? Eh bien, on commence par faire une petite remarque, c'est que si on prend deux entiers, a et b, et si a est plus petit que b, alors en fait, un nombre qui va diviser les deux, qui va diviser b et qui va diviser a, il va diviser aussi la différence b moins a. Si b est un multiple de d, si a est un multiple de d, eh bien on peut mettre d en facteur et on verra que d divise la différence. Eh bien s'il divise b moins a, il va aussi diviser b moins 2a pour la même raison, puisque comme il divise a et b moins a, eh bien il divisera aussi b moins 2a. Et tout en continuant comme ça, on va voir que ce nombre d, il va diviser b moins na, quel que soit n. Le plus grand n pour lequel b moins na est positif, c'est le quotient de la division euclidienne de b par a, celle qu'on voit quand on est à l'école primaire, quand on fait cette division avec une barre horizontale et une barre verticale. Le quotient, on le note en général, et ici en tout cas dans cette présentation, on le note souvent Q. La différence b moins qa, c'est le reste de la division euclidienne de b par a. Donc, tout comme vous l'avez appris à l'école primaire, quand on fait la division, on obtient un quotient et un reste, et bien voilà, on les a redéfinis ici. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Une fois qu'on a fait ces opérations, on obtient que b, c'est a fois q plus r, et que r, c'est un nombre positif qui est strictement inférieur à a. Donc ça, c'est juste le principe de la division euclidienne. Mais Euclide ne s'en arrête pas là, et il remarque que on peut utiliser ça pour trouver le PGCD de deux entiers. Donc si D divise A et B, il va aussi diviser du coup le reste de la division de B par A. Et réciproquement, si D divise le reste et A, alors il va aussi diviser B, qui est R plus QA. Donc notre entier D, le PGCD de A et B, eh bien c'est aussi celui de R et de A. C'est ce qu'on vient de voir, puisque ce nombre, s'il divise A et B, il divise R et A, et réciproquement, s'il divise R et A, il divise A et B. Donc on a cette égalité qui va être à la base de toute la suite, c'est que le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD du reste de la division de B par A et de A. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour trouver le PGCD? On va commencer par un exemple. Donc on va calculer par exemple le PGCD de 24 et de 63. Eh bien la division euclidienne de 63 par 24,
on va trouver 2 au quotient. 2 fois 24, ça fera 48. Et il nous manquera encore 15 pour aller jusqu'à 63. Donc le reste, ce sera 15. Donc le PGCD de 24 et 63, eh bien ce sera la même chose que le PGCD de 15 et de 24, d'après ce qu'on a dit juste avant. Maintenant, on fait la division euclidienne de 24 par 15. Ça, c'est pas dur. Le quotient vaut 1 et le reste vaut 9. Donc, on a l'égalité avec le PGCD de 9 et de 15. Et on continue. On fait la division euclidienne de 15 par 9. Encore une fois, le quotient, c'est 1. Et le reste, c'est 6. Donc, c'est la même chose que le PGCD de 6 et de 9. Et on continue. On fait la division euclidienne de 9 par 6. Le quotient, c'est 1. Le reste, c'est 3. Donc, ce PGCD, c'est la même chose que le PGCD de 3 et de 6. Et on continue. On fait la division euclidienne de 6 par 3. Le quotient, c'est 2. Le reste, c'est 0. Donc, c'est la même chose que le PGCD de 0 et de 3. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le PGCD de 0 et de n'importe qui, c'est le n'importe qui en question. Donc maintenant, on peut dire que ce PGCD-là, il est égal à 3. Donc ça, c'est l'algorithme d'Euclide. Ça consiste à faire exactement cette chose-là. C'est calculer l'un après l'autre les restes de la division du plus grand par le plus petit et écrire ce qu'on en déduit. Donc, en programme, ça donne ça. Donc, comme c'est du programme et que c'est écrit en anglais, eh bien, j'écris GCD plutôt que PGCD. Donc, le GCD de A et B, comment est-ce qu'on le calcule? Eh bien, si A est égal à 0, comme on a eu ici, on renvoie B, celui qui est là. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule le reste de la division de B par A et on renvoie le PGCD de B de ce reste et de A. Donc la notation en Python qui est ici, enfin, cette notation B%A en Python, ça veut dire le reste de la division de B par A. Alors voyons un petit peu ce que ça donne une fois qu'on a tapé ce programme. Donc ici, on a cette fonction, pré-GCD, et on va la tester tout de suite. Donc on va faire pré-GCD de, et on va dire 24 et 16. Donc si vous êtes un peu rapide en calcul, vous allez deviner que ça fait 8. Par contre, si maintenant je prends le pré-GCD de, on va dire 19 et 101, on va le mettre ici, 101, hop, qu'est-ce qu'on va trouver? Alors si vous savez que 101 est un nombre premier, vous devinez ce qui va arriver, c'est 1. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on va mettre un nombre premier ici, eh bien, ou ici, le PGCD, ce sera nécessairement 1, sauf dans le cas où l'autre, c'est 0. Quand le PGCD de 0 et de 101, ce sera 101, mais si vous mettez n'importe quel autre nombre ici, qui n'est pas un multiple de 101, eh bien, le PGCD, ce sera 1. Parce que 101 est un nombre premier. Alors pourquoi est-ce que cette fonction, on l'a appelée pré-GCD et pas GCD directement? Bien parce que ici, ça va fonctionner que si A est plus petit que B et s'ils sont tous les deux positifs. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter une petite condition avant, ici, et dire, eh bien si A est plus grand que B, on va commencer par retourner le PGCD de B et A. Comme ça, maintenant, le plus petit est bien du bon côté. Et puis, on pourrait mettre aussi une autre condition du type si A est négatif, alors il faut retourner le PGCD de valeur absolue de A et B, etc. Bien, mais ça, c'est pas du tout une bonne façon de faire. Pourquoi? Parce que comme on appelle récursivement la fonction GCD, il va refaire ce test-là à chaque fois. On va faire un test à chaque étape. Mais on sait bien que si A et B sont positifs, et si A est plus petit que B, alors ça va marcher, il n'y aura pas besoin de faire le test. Donc ce test, on devrait normalement le faire une seule fois, et là on va le faire autant de fois qu'on appelle la fonction GCD. Pré-GCD, pardon. J'ai oublié de mettre le pré ici. Donc en fait, là, on va pas faire comme ça, et on va plutôt
faire une fonction GCD qui est ici et qui va, elle, faire une fois la vérification. Donc elle va dire si la valeur absolue de A est plus grande que la valeur absolue de B, alors tu me renvoies le pré-GCD. J'ai décidément oublié des petites choses. Tu me renvoies le pré-GCD de abs de B, la valeur absolue, et la valeur absolue de A. Donc on remet bien le plus petit à gauche. Et sinon, si c'est pas ce cas-là, eh bien, tu me renvoies le PGCD de la valeur absolue de A et de la valeur absolue de B. Comme ça, on est sûr que tout est positif. Bien. Donc ça, c'est juste, pour traiter les cas dans lesquels on oublierait comment fonctionne la fonction pré-GCD, et pour être sûr que quand on va mettre par exemple le pré-GCD de moins 17 et 19, eh bien il va bien nous rendre la bonne réponse. Voilà, donc ici on peut faire cette petite vérification qu'on a déjà faite avec pré-GCD, mais pour vérifier que tout marche bien avec GCD, voilà, 1 et 4. Et si maintenant je mets des moins, ici et là par exemple, est-ce que ça donne bien toujours la même chose? Oui, et c'est normal, c'est fait exprès. Voilà, donc notre algorithme de PGCD, il marche bien. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle est la complexité de cet algorithme. Donc on va retourner, on va commencer par faire quelques expériences. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre d'étapes nécessaires pour obtenir ce PGCD. Donc on va reprendre exactement le même programme, GCD, sauf que on va rajouter une troisième variable, un troisième argument ici, troisième argument qui va nous permettre de compter le nombre d'étapes, le nombre d'appels récursifs qu'on fait. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien on dit exactement comme tout à l'heure, si A est égal à, est nul, alors tu me retournes B et la valeur qui est dans le compteur. Et si au contraire A il est, il est pas nul, eh bien tu me retournes, comme on avait vu avant, le PGCD avec compteur du reste de la division de B par A, comme on avait dit, et de A. Et puis tu rajoutes 1 au compteur. Et à la fin, quand on va récupérer le compteur ici, eh bien, on aura ajouté 1 autant de fois que on a fait d'appels récursifs. Donc voyons un petit peu ce que ça nous donne ici. On va regarder ça avec cet exemple-là, et on va obtenir que le PGC, pour calculer avec cet algorithme d'Euclide le PGCD de 399 et de 646, eh bien on est parti avec 0 et on a ajouté 1 à chaque étape, on a obtenu 7 à la fin, donc on a eu besoin de 7 étapes. Alors pour visualiser un petit peu mieux, ici à chaque étape, on va lui demander de nous afficher le numéro au compteur, ici, la valeur de A ici, et la valeur de B ici. Et on va voir ce que ça nous donne. Donc voilà. Eh bien, il nous dit, alors quand au 0e appel, je prends donc mes deux valeurs, 399 et 646. Pour l'instant, on n'a rien fait. J'appelle une première fois, je fais une première itération, et le reste de la division de B de 646 par 399, c'est 247, le quotient visiblement c'est 1, et on obtient donc qu'il faut calculer maintenant le PGCD de ces deux valeurs. Et puis à la deuxième étape, on obtient ça, troisième étape ici, etc. Et vous voyez qu'on a eu besoin de 7 étapes pour faire ce calcul. Donc ce qu'on va appeler la complexité, c'est ce nombre d'étapes, ce nombre d'appels récursifs qu'on fait. Et on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur cette complexité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite fonction qui va nous trouver les plus petites valeurs de A et B pour lesquelles le compteur monte d'un cran. Donc si on veut regarder par exemple ici, avant de passer à cette fonction-là, on peut regarder ce que c'est que GCD de
On va mettre IJ et on va mettre ça for I in range de, on va mettre 1 et 10 et pardon, et for J in range de 1 et 10 aussi, on va mettre. Voilà. Et on va lui demander à chaque fois combien d'étapes il va faire. Alors je vais juste ici faire un petit peu attention et mettre qu'on va de 1 à i, parce que comme on utilise une version sans vérification pour gagner un petit peu de temps, eh bien on doit faire bien attention à mettre des nombres qui sont positifs, et le premier doit être plus petit que le second, ce qui me fait penser que je dois mettre plutôt un j ici et un i là. Voilà, comme ça c'est bon. Donc on va calculer le PGCD de j et de i, et on va lui demander aussi, tant qu'on y est, combien d'étapes, puisque c'est ça notre but, combien d'étapes ça aura pris, et on va lui dire de nous imprimer ça. Donc print, on va dire, on va faire simple, hein, on va dire le PGCD, on va d'abord mettre A et B, pardon, on va mettre d'abord I et J, et puisqu'on a mis de notre J et I, voilà, comme ça, et le PGCD des deux. Voilà, et c'est parti. Hop. Donc là, il va nous afficher tous les PGCD, Ah non, il y a un problème. Ah oui, j'ai oublié de mettre le compteur au départ, donc on recommence. Voilà. Donc il va nous montrer, voilà, tous les PGCD pour des couples AB avec A et B entre 1 et 10. Donc on les voit ici. On voit qu'au début, ben, pour 1 et 2, c'est le compte, on a besoin d'une seule étape. Pour 1 et 3, une seule étape. Pour 2 et 3, deux étapes. Pour 1 et 4, à chaque fois qu'on a 1, de toute façon, il n'y aura qu'une seule étape, hein. Pour 2 et 4, le PGCD c'est 2, on voit ici, et on a eu besoin d'une seule étape. Bah oui, si on fait la division de 4 par 2, on obtient 0 au reste. Donc c'est pour ça que là, il n'y a qu'une seule étape aussi, et ainsi de suite. Vous voyez, ça donne des valeurs du compteur qui sont ici, et nous, ce qui nous intéresserait, ce serait de voir les fois, ou la première fois où on obtient une nouvelle valeur. Donc là, par exemple, vous voyez, pour 1 et 2, on a 1, ça monte à 2 quand on met a égale 2 et b égale 3. Donc on a 2 ici. Après, c'est pas plus grand que 2 jusqu'à ce moment-là, où on a 3 et 5. Et c'est pas plus grand après. Donc nous, ce qu'on voudrait qu'il nous affiche, c'est ces couples-là. 3 et 5. On voudrait aussi qu'il nous affiche la première fois où le compteur vaut 2, donc ici 2 et 3, etc. Donc j'ai fait une petite fonction qui va nous montrer ça, donc déjà ça, on n'a plus besoin. Donc une petite fonction qui fait ça, qui s'appelle longueur, length, et alors f ici, il faut penser que c'est la fonction qui calcule le PGCD, parce qu'après on va utiliser cette fonction-là avec un autre mode de calcul du PGCD. Donc pour l'instant, on met f, c'est un paramètre, et vous voyez quand on va l'appeler après, ici, eh bien on va l'appeler avec le paramètre f, ce sera GCD avec compteur. Donc, regardons un petit peu comment ça fonctionne. On définit d'abord une première valeur pour le compteur, et qui est la plus grande qu'on connaît pour l'instant, et on la définit de manière un peu arbitraire, on dit que c'est -1. On met la valeur de b à 0, et tant que le plus grand compteur qu'on a trouvé, il est plus petit que k, donc k c'est notre deuxième paramètre ici, donc on va chercher les k premiers. Tant que ce compteur il n'est pas plus grand que k, eh bien on commence par ajouter 1 à b, et on va tester tous les couples AB. Et si un couple AB nous donne, donc ici vous voyez on appelle GCD avec compteur de A, B et 0, donc on obtient d'abord le PGCD ici et le nombre d'étapes nécessaires. Donc si ce nombre d'étapes nécessaires, cette longueur du calcul qu'on a faite, si elle est plus grande que le plus grand compteur qu'on a trouvé pour l'instant, eh bien
on affecte cette nouvelle valeur au plus grand, c'est ce qu'on fait ici, et on affiche tout simplement la longueur, le A et le B. Donc voyons un petit peu ce que ça nous donne. Quand je fais run, eh bien, voilà, ça vient. On obtient ici cette valeur-là, ces valeurs-là. Donc le plus petit pour lequel on a 0, bah c'est 0,1. En effet, si je fais je cherche le PGCD de 0,1, bah j'ai aucune étape à faire puisque c'est mon cas de base en fait. Quand on définissait le PGCD, on disait si le premier vaut 0, tu renvoies le deuxième. On n'a fait aucune étape. Le premier cas dans lequel on a besoin de une étape, c'est 1, 1. Et oui, quand je fais la division de 1 par 1, j'obtiens 0 au reste, mais j'ai été obligé de faire une division d'abord, alors qu'ici on n'a pas eu besoin. Donc on a fait une première étape, on dit qu'on passe de ici de 1, 1 à 0, 1, et on obtient, on a eu donc besoin d'une étape. Après pour 2 et 3, eh bien on dit qu'on a besoin de 2 étapes. Est-ce que c'est vrai? Alors je fais la division euclidienne de 3 par 2, le quotient c'est 1, le reste c'est 1. Donc le nouveau couple à tester c'est 1,2. C'est celui qui vient après la première étape, et quand je fais la division euclidienne de 2 par 1, eh bien j'obtiens 0 au reste, donc on tombe sur le cas de base, et j'ai bien eu besoin de faire 2 appels récursifs. Et ainsi de suite. Ça continue comme ça, et on voit que le 12e par exemple, c'est 233 et 377. Alors pour quelqu'un qui a un petit peu l'œil, il va peut-être remarquer qu'il y a des choses remarquables qui se passent ici, et par exemple, le deuxième terme ici, le 3, on le retrouve là. Le 5, on le retrouve là. Le 8, on le retrouve là. Le 13, on le retrouve ici. Le 21, on le retrouve là. Et ainsi de suite. Donc déjà, il y a quelque chose de remarquable. Puis après, si on regarde un petit peu les valeurs, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, eh bien on peut peut-être reconnaître une suite bien connue. Si ce n'est pas le cas, eh bien on peut aller sur le site OEIS. Donc ça c'est l'encyclopédie en ligne des suites de nombres entiers, et on va faire une recherche et on va mettre dessus les nombres qu'on a trouvés. Donc on a dit, ça commence à 2, 3, 5, 8, après c'était 13. Voyons ce qu'on nous dit. On nous dit, eh bien, ah tiens, ça s'appelle les nombres de Fibonacci. Ah oui, en effet, c'est des nombres qu'on connaît bien. C'est ceux qui obéissent à la relation de récurrence que Fn, c'est Fn-1 plus Fn-2. Donc voilà, on a ici l'impression que ce sont les nombres de Fibonacci. Regardons si les derniers ont cette propriété-là aussi. Le 377, est-ce que c'est un nombre de Fibonacci? Hop, on monte. Ah oui, 377, il est là. Donc on peut prédire que probablement le prochain couple, celui qui va nous donner une longueur de 13, ce sera lui. Voyons si c'est le cas. On va refaire le même calcul, mais on va aller un cran plus loin. Voyons. Qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que le suivant c'est bien 377 et 610? Oui, c'est bien ça. D'accord? Donc c'est bien les nombres suivants, le nombre de Fibonacci suivant. Donc là on a découvert quelque chose. On a découvert qu'il y a un rapport entre les nombres de Fibonacci et l'algorithme d'Euclide. Les premiers nombres pour lesquels l'algorithme d'Euclide demande une étape supplémentaire, ce sont des nombres de Fibonacci. Alors on va parler une minute de ces nombres de Fibonacci. Et d'abord on remet la définition. Donc la définition c'est quoi? F0 c'est 0, F1 c'est 1, et Fn plus 2 c'est Fn plus 1 plus Fn. Donc c'est des nombres qui se calculent très facilement. Ça nous dit le nombre qui est ici, c'est la somme des deux précédents. F2 c'est F0 plus F1, donc c'est 1. F3 c'est la somme des deux précédents, 1 et 1, donc c'est 2. F4 c'est la somme des deux précédents, 1 et 2, donc c'est 3. F5 c'est la somme des deux précédents, 2 et 3, donc c'est 5. F6 c'est 3 et 5, 8, et puis après ça va nous donner 13, et puis après ça va nous donner 21, puis 34, puis 55. Donc voilà les premiers nombres de Fibonacci, et comment on les calcule. Maintenant, on a
remarquer quelque chose, c'est que dans les expériences qu'on a faites ici, c'est le nombre de Fibonacci qui apparaissent. Mais rien ne nous dit que si on mettait un 14, ce serait encore un nombre de Fibonacci. On a deviné que ça allait l'être, mais est-ce qu'on peut en être sûr? Est-ce qu'on peut le démontrer? Eh bien, c'est oui. La réponse est oui. Et en fait, cette remarque que ce sont les nombres de Fibonacci qui arrivent et la démonstration que c'est pas juste au tout début et que c'est toujours comme ça, elle est due à Gabriel Lamé qui a trouvé ça en 1844. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Lamé? Il nous dit que si je prends un couple AB d'entiers positifs avec A plus petit que B et qu'on note E de AB le nombre d'étapes, donc le E c'est pour étape, nécessaire pour trouver le PGCD, grâce à l'algorithme d'Euclide, alors, eh bien, pour tout K plus grand que 2, le plus petit, le nombre d'étapes nécessaires pour calculer le PGCD de fk plus 1 et de fk plus 2, c'est K. Donc déjà une première chose, on est sûr d'avoir au moins un couple pour lequel l'algorithme me demandera K étapes exactement, c'est fk plus 1, fk plus 2. Ça, c'est la première chose qu'on observe ici. La deuxième chose qu'on observe, c'est, que nous dit Monsieur Lamé, c'est que si AB est un couple d'entiers avec A strictement inférieur à B, et si E de AB vaut K, alors forcément A est plus grand que fk plus 1 et B est plus grand que fk plus 2. Autrement dit, ce couple-là, pour lequel la longueur c'est K, c'est bien le plus petit couple pour lequel la longueur c'est K. Il n'y en a pas avant. Si je prends un A qui est plus petit que fk plus 1, j'aurai moins d'étapes. Si je prends un B qui est plus petit que fk plus 2, j'aurai moins de k étapes. Ça, c'est le premier couple pour lequel il faut k étapes. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? Bon, il y a un principe, le principe n'est pas très compliqué, hein, vous voyez, quand on dit que la première étape, elle associe le reste de la division de B par A et A et B, donc ça c'est notre première étape. Si on veut que celui-ci soit le plus petit, avec K étapes, il faut que celui-ci soit le plus petit avec K moins une étape. Et du coup, si on applique le théorème avec K-1, on voit que ça doit être ce couple-là. Le c'est le plus petit couple pour lequel la longueur de nombre d'étapes c'est K-1. Plus celle-là, ça fait bien K. Donc ça c'est la première chose qu'on remarque. Et la deuxième, c'est que maintenant, comment est-ce qu'on obtient ça? Il faut faire la division de A par B, de B par A. Donc ça veut dire que B c'est A fois un certain nombre plus le reste. Le reste il est ici. Donc B c'est ça plus un certain nombre de fois A. On veut que B soit le plus petit possible. On va on va dire qu'on prend ça et on lui ajoute une seule fois A. Parce que si on ajoute 2 fois A, forcément, ce sera déjà un B qui sera plus grand. Donc c'est ce qui est écrit ici. Ça, c'est l'idée de la démonstration. Bon, c'est pas très propre dit comme ça, donc si vous voulez voir une démonstration un peu plus propre, elle est écrite ici. Vous pouvez faire pause et regarder. C'est exactement ce que je viens de raconter, mais fait de manière un petit peu plus propre. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que nos couples qui demandent, les premiers couples qui demandent K opérations, ce sont les couples de nombres de Fibonacci. Et donc, ce qu'on a déduit, c'est que si AB est un couple, donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'entiers avec A plus petit que B, le nombre d'étapes nécessaires dans l'algorithme d'Euclide, donc le E de AB, est plus petit que n, est plus petit en fait que le plus petit n tel que fn plus 2 est strictement plus grand que a. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Si je prends un nombre a, si je veux que la longueur de l'algorithme ce soit n, qu'on ait besoin de n étapes, eh bien il est nécessaire que a soit plus grand que fn plus 1, soit égal à fn plus 1, ou fn plus 1 plus 1 ou fn plus 1
plus 2, mais par contre, il ne faut pas arriver jusqu'à fn plus 2. Dès qu'on va arriver à fn plus 2, eh bien, il existera des couples comme ça, avec fn plus 2 ici et autre chose ici, pour lesquels on aura besoin de n plus une étape. Donc, si je sais qu'on a besoin de n étapes, eh bien, je sais que A, il est plus petit que fn plus 2. Donc, c'est ça qu'on dit ici. Et la question, c'est maintenant, faisons le contraire, et comment est-ce que je vais faire pour trouver n en fonction de A? Donc, majorer le nombre d'étapes nécessaires en fonction de A. Alors, pour faire ça, on a besoin d'une identité qui a été découverte par Abraham de Moivre en 1718. Cette égalité, elle dit que Fn, le nombre de Fibonacci, le nème, il est égal à cette valeur-là. Donc, on va regarder ça d'un tout petit peu plus près. Ce nombre-là, il est bien connu, c'est le nombre d'or. Et celui-ci, c'est son conjugué. Et quand on fait ce nombre d'or puissance n, donc ce nombre-là, racine de 5, c'est un peu plus grand que 2, donc ça, c'est un peu plus grand que 3 demi, donc c'est un nombre plus grand que 1, celui-ci. Et on le met à la puissance n, donc ça monte vite. C'est un nombre plus grand que 1, qu'on met à la puissance n, ça augmente assez rapidement. Et puis on lui retire un nombre qui est 1 moins racine de 5 sur 2. Donc celui-ci, 1, c'est 1, on lui retire un peu plus que 2, donc ça fait un peu moins que 1, on divise par 2, cette fois-ci, c'est un nombre qui en valeur absolue est plus petit que 1. Quand on va le mettre à la puissance n, il va devenir tout petit celui-là. Donc en gros, Fn, si on regarde des grandes valeurs de n, il y a un gros truc ici, il y a un tout petit truc ridicule ici, celui-ci on peut l'oublier en gros. La valeur de Fn pour n un peu grand, c'est ça. C'est ce nombre d'or puissance n sur racine de 5. Ce truc-là, ça devient très vite négligeable. Alors cette égalité de Moivre, c'est un cas particulier d'un résultat classique qui permet de trouver les solutions comme ça, des suites récurrentes, comme la suite, la récurrence qu'on a vue tout à l'heure avec fn plus 2, c'est fn plus 1 plus fn. Si vous prenez une récurrence comme ça, par exemple fn plus 7, c'est 5 fn plus 6, plus 19 fn plus 3, plus, enfin moins 103 fn par exemple, vous prenez cette suite-là, eh bien il y a une méthode qui va vous dire comment faire pour trouver les solutions. C'est une méthode un peu avancée, donc on ne va pas en parler pour l'instant, mais en tout cas, Monsieur de Moivre, lui, en 1718, il avait trouvé pour les nombres de Fibonacci qu'on avait cette égalité-là. Alors, comment est-ce qu'on va se servir de ça, nous? Eh bien, oui, alors avant de l'utiliser, on va quand même s'assurer que c'est pas complètement n'importe quoi, cette égalité-là. Bon, alors bien sûr, en général, quand un mathématicien dit quelque chose, il faut le croire, mais de temps à autre, on peut quand même se dire, on va vérifier par nous-mêmes, et puis c'est de toute façon un bon exercice. Donc ici, on va... alors pardon, ça c'est le nombre de Fibonacci, voilà. Et là, on va calculer... on a, vous voyez, j'ai rentré la formule de Moivre ici, donc on indique que R c'est racine de 5, phi c'est 1 plus R sur 2, psi c'est 1 moins R sur 2, et on va calculer phi puissance n moins psi puissance n divisé par R. Donc on va regarder ça pour les 15 premiers. Si je le fais, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, voilà, 1, 1, 1, pardon, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, on les reconnaît. 55 et 34, ça fait bien 89. 89 et 55, ça fait bien 144. 89 et 144, ça fait bien 233, etc. Donc oui, Monsieur de Moivre, il n'a pas dit n'importe quoi, ça a l'air vrai ce qu'il raconte. Vous voyez qu'ici, il y a des petits chouïas au bout, hein, c'est des toutes petites valeurs. Ça c'est parce que Python il fait pas des calculs exacts et il prend des valeurs rapprochées de racine de 5 par exemple quand il fait les calculs, et il y a des petites erreurs qui s'accumulent et qui vont fausser les calculs à la marge ici. Donc, c'est pour ça, ça explique pourquoi il y a ces décimales qui sont perdues là-bas tout au bout.
En tout cas, Monsieur Demoivre, il dit pas n'importe quoi et on peut regarder un petit peu ce qu'on peut tirer de ça. Donc on va dire, on va oublier cette partie-là qui est vraiment un truc négligeable devant quelque chose d'énorme qui grossit très vite et on va essayer d'en tirer, quelque chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire: «Bah, nous, on veut que A, il soit plus petit», c'est ce qu'on a dit avant. On veut que A, pour trouver le n en fonction de A, on va dire: «n, c'est le plus petit, tel que fn plus 2 est plus grand que A». Donc on veut avoir A plus petit que, le nombre d'or, phi, 1 plus racine de 5 sur 2, puissance n plus 2, auquel on oublie la partie ici, la partie négligeable, donc c'est phi puissance n plus 2 sur racine de 5. Comment est-ce qu'on fait pour sortir n de ce truc-là? Eh bien on prend le logarithme népérien. Donc ça nous donne cette égalité-là. Si vous ne connaissez pas le logarithme, c'est pas grave, vous vous embêtez pas. On descend jusque-là, directement, vous regardez ce qui est écrit en bas, ça suffira. Mais pour les autres, ceux qui connaissent un peu le logarithme, eh bien c'est quelque chose de standard, hein. Quand on veut résoudre ça, on veut trouver n en fonction de a, on prend le logarithme, on a ln de racine de 5a plus petit que n plus 2 fois ln de phi. Donc maintenant, le n, on le voit bien, il est ici, on l'extrait, il est là maintenant. N est strictement plus grand que ln de racine de 5 sur ln de phi moins 2, et on obtient cette inégalité-là. Donc n, c'est le plus petit entier qui vérifie ça. Alors, vérifions, pas encore tout de suite d'ailleurs, on va regarder la suite avant. Donc, juste pour que ce soit plus parlant, on va faire intervenir le logarithme décimal qui est ici. Donc je force l'arrivée du logarithme décimal ici, ln de a sur ln de 10 fois ln de 10 sur ln de phi. Donc c'est la même chose que ce qui est là, hein. Ça et ça c'est pareil. Et je fais plus ln de racine de 5 sur phi, sur ln de phi, moins 2. Donc la même chose que ce qui est là. Et il se trouve que ln de a sur ln de 10, eh bien on sait que ce nombre-là, il est toujours plus petit que le nombre de chiffres dans l'écriture de A. Par exemple, si je prends A égale 100, ça fait pile 2. Par contre, si je prends A égale 99, ça fait un chouïa en dessous de 2. Donc c'est toujours un nombre qui est plus petit que le nombre de chiffres dans l'écriture de A. Donc si ce nombre-là il est plus petit que le nombre de chiffres dans l'écriture de A, et que n il doit être plus grand que ça, eh bien je peux dire que ce sera vrai dès que n est plus grand que le nombre de chiffres dans l'écriture de A, fois ça, plus ça, moins ça. Et quand on calcule ln de 10 sur ln de phi, ça fait 4,785. Donc finalement, ma complexité, le nombre d'étapes pour calculer le PGCD de A et B, je sais qu'il est plus petit que 4,785 fois le nombre de chiffres dans l'écriture de A, plus ça, c'est-à-dire 0,673. Alors, on peut être un petit peu apeuré ou incrédule vis-à-vis de ces calculs. Si vous connaissez un petit peu le logarithme, c'est quelque chose qui vous surprendra pas. Mais sinon, vous pouvez avoir des doutes quand même, peut-être que je suis en train de vous embobiner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que cette formule-là, elle est juste. Ici, donc on va tester cette bande de la complexité. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien en gros, on va prendre tous les a et b qui sont, cette fonction est un peu longue à écrire parce que, hop, on fait pas mal de choses. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va prendre tous les nombres entre 5 et le grand N qui est passé en paramètre ici, puis ceux-là on va les appeler i. Et tous les j qui sont entre 2 et le i. Donc c'est juste pour éviter de s'approcher de trop près de 0. Et ensuite on va calculer la longueur de l'algorithme. Donc on calcule avec le compteur. dc égale le GCD avec compteur de ji0. Donc le compteur il est là, la valeur du PGCD elle est là. Et on ne s'occupe pas de ça ici pour l'instant, je vous dirai après ce que c'est. Ce qui nous importe, c'est ça.
On calcule la différence entre ce C qu'on a obtenu, donc la longueur de l'algorithme, et la borne qu'on a donnée, ici. Ok, donc je vais faire comme ça, pour que ce soit plus ressemblant. Je vais mettre un plus ici, et une parenthèse fermante. Voilà. Donc on fait la différence entre le vrai nombre et la majoration qu'on a obtenue, puisque c'est une majoration, normalement, le vrai nombre, il doit être plus petit que ça. Donc, ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce nombre est bien toujours plus petit que celui-ci? Autrement dit, est-ce que cette valeur qui est là, diff, elle est toujours négative? Alors, ce qu'on va faire, c'est écrit ici, c'est que si le diff, il est positif, eh bien, on va avoir un message d'insulte. Majoration invalide, et il va nous dire pour quelle valeur de i et j. Par contre, si c'est pas le cas, eh bien, ce qu'on fait aussi, c'est donc tout ce qui est fait autour ici, hein, c'est qu'on cherche quelle sera la plus petite de ces erreurs, quelle sera la plus grande, c'est juste pour avoir une idée. Et puis on compte aussi, c'est ce qu'on fait ici, le nombre de fois où le PGCD obtenu, c'est 1. Donc on va essayer ça avec d'abord 1000 pour grand N. Donc on va tester tous les nombres entre, pour B, on va tester tous les nombres entre 5 et 1000, et pour A, tous les nombres entre 2 et le I, enfin et le B. Donc on regarde ce que ça va nous donner, et c'est parti. Donc, pourquoi ça se met pas? Ah, ça y est, ça s'est mis. Pardon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est passé que j'ai oublié de commenter ce qu'on a fait. Ah non. Ah oui, j'ai oublié de commenter plus haut. Non, pas ici non plus. Ah voilà, c'est là. Donc je vais commenter ça. Comme ça, on les verra plus ces calculs-là dans la suite. Donc en tout cas, ici, quand on a fait test complexe, la complexité d'Euclide dans 1000, eh bien on voit que le résultat il est affiché ici. On n'a pas eu une seule fois le message d'insulte. Majoration invalide. Donc le diff a toujours été positif, a toujours été négatif. Donc ce nombre-là, la majoration, a bien toujours été plus grande que le nombre d'étapes nécessaires. Et vous voyez qu'en fait, on ne peut pas faire beaucoup mieux a priori, puisque la plus grande différence qu'on a obtenue, c'est moins 0,24. Donc il n'y a même pas un... on ne pourrait pas retirer un de plus ici, par exemple. On pourrait éventuellement se dire on peut essayer de retirer ça, mais pour ça, il faudrait s'assurer que c'est toujours vrai. Donc par exemple ici, si on essaye avec 3000 au lieu de 2000, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez que ici, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, donc ici, on n'a toujours pas récupéré, ça c'est le cas d'avant. Voilà, c'est arrivé. Donc on va comparer ces deux cas-là. Avec n égale 1000, on avait un temps total de 0,7 secondes, 0,8 disons secondes. Ici, ça nous a pris 7,5 secondes, donc beaucoup plus de temps, alors qu'on est juste à 3000. Et ce qu'on voit aussi, c'est que bon, la différence maximale entre la majoration et la valeur, elle a un petit peu augmenté. Maintenant, c'est 18. Par contre, la différence minimale, elle a bien baissé. Maintenant, on a 0,028. Donc ça veut dire qu'il existe un couple de A et de B pour lequel la majoration qu'on a obtenue ici, elle est toute proche de la vraie valeur. Elle est juste un petit peu au-dessus. Donc on peut vraiment penser qu'on aura du mal à faire mieux que ça. Et alors après, qu'est-ce qu'on a? On a la différence moyenne. Bah voilà, c'est à peu près 10 sur ces 3000 premières valeurs. Et la proportion de coprime, donc le nombre de fois où on a obtenu 1 au PGCD, c'est 0,607. Donc voilà, des petites statistiques. Alors encore une fois, peut-être que 0,607 ça vous parle, peut-être pas. En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est taper ici pour voir si ça dit quelque chose. 0,607.
Qu'est-ce que ça dit? Ça dit rien du tout parce que j'ai mis un O, 0,607, et ouais, il n'y a rien du tout en fait. Alors on va peut-être essayer de faire autrement, parce que moi je sais ce que c'est la réponse. Donc c'est 6 divisé par pi au carré. Ça fait combien? Ça fait 0,607. Voilà. Donc, bon, et donc du coup, il vaut mieux avoir l'œil que demander à Google, manifestement. Donc, en fait, ici, on reconnaît un nombre, c'est 6 sur pi au carré. Bon, le, le résultat est bien connu. La proportion de couples AB qui sont premiers entre eux, donc, tel que le PGCD ce soit 1, c'est 6 sur pi au carré, et ça demanderait une démonstration qui n'est pas au niveau de cette vidéo. En tout cas, on passe à la suite. On pourrait tester avec 10 000. Vous voyez qu'ici, pour 3000, ça a pris, on a dit combien? 7,5 secondes. Mais en fait, je l'ai fait un petit peu avant ce calcul avec 10 000. Et ça a pris 100 secondes cette fois-ci. Et vous voyez que la moyenne de la différence a légèrement augmenté. La proportion de coprime est toujours la même, et la plus grande différence, c'est 0,02. Voilà, donc ça a l'air crédible. Ce qu'on a obtenu ici, c'est que le nombre d'étapes pour calculer E de AB, il est plus petit que 4,785 fois le nombre de chiffres dans A, plus 0,673. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Eh bien, en fait, on peut faire peut-être un peu mieux, parce que si on regarde l'exemple ici de n et de 2n-1, donc on va prendre A, B, A égale n, B égale 2n-1, et qu'on cherche le PGCD de ces deux-là, eh bien, si on le fait avec l'algorithme d'Euclide, on voit que je dois faire la division de 2n-1 par n, et donc je vais trouver n-1 au reste, 1 au quotient, n-1 au reste, donc je vais arriver à ce couple-là, puis je dois faire la division de n par n-1, une fois de plus 1 au quotient, 1 au reste, donc j'ai 1 n-1, puis enfin 0 et 1. Donc il y a eu 1, 2, 3 étapes. Ok, mais maintenant, si au lieu de faire ça, je disais, je vais retirer encore, je vais pas prendre le reste positif, je vais prendre le plus petit reste possible. Donc en fait, quand je regarde la liste B-A, B-2A, etc., B-NA, ben, il y a le plus petit, le plus petit nombre positif, ça s'appelle le reste, mais on pourrait regarder aussi le suivant, B-N plus 1A. Et celui-ci, bah, il est négatif, certes, mais il se peut qu'en valeur absolue, il soit plus petit que le reste. Et c'est bien ce qui se passe ici. Vous voyez, quand on dit, on regarde ça, on va dire, bah ça, quand je lui enlève 2 fois n, et pas juste une fois, d'accord, je lui enlève une fois n, puis encore une fois n, eh bien, j'ai moins 1. Et je vais du coup chercher le PGCD de moins 1 et de n, le plus petit nombre, le plus grand nombre, qui divise à la fois moins 1 et n. Bah, ce nombre-là, c'est pas dur, on refait la méthode, on va diviser n par moins 1, on trouve 0 comme reste, 0 moins 1, et on trouve que le PGCD, c'est donc moins 1. Alors le PGCD, en fait, on le choisit toujours positif, mais c'est vrai qu'après tout, le plus grand diviseur, en termes de divisibilité, qu'il y ait un moins ou pas devant, ça change rien du tout. C'est bien vrai que si 4 divise un nombre, moins 4 divise ce nombre aussi. Voilà, et puis sinon, on peut décider aussi que on va toujours prendre la valeur absolue, comme on avait fait dans la première version du PGCD dans nos programmes. Donc, ici, on va essayer ça, et on va regarder un petit peu ce qu'on obtient. Donc on a fait une fonction Euclide relatif, pareil, avec un compteur, et on va regarder par exemple donc c'est ici qu'on réutilise la fonction length de tout à l'heure, celle qui donne les premiers couples pour lesquels cette méthode demande 10 éléments. Pardon, demande
k étapes avec k compris entre 1 et 10. Alors voyons un petit peu ce que ça nous donne. Je vais d'abord retirer ça, tac, voilà, pour pas que ça soit fasse les calculs, et c'est parti. Donc on va lancer cette fonction qui va donc nous afficher les premiers couples pour lesquels, avec cette nouvelle méthode, celle où on choisit le plus petit reste qui peut être négatif cette fois-ci, donc la plus petite valeur de b-na pour un certain n en valeur absolue. Donc on reprend cet algorithme ici, donc juste avant de lancer la fonction, on va le décrire quand même. Donc si a est égal à 0, on retourne toujours pareil b et le compteur. Sinon, si c c'est le reste de la division de b par a, s'il est plus grand que a sur 2, donc dans ce cas-là, ça veut dire que quand je retire encore une fois a en valeur absolue, j'obtiendrai quelque chose qui est plus petit que c. Donc je vais faire c égale a moins c, qui va être du coup notre nouveau candidat qu'on va mettre ici. Et on fait le PGCD avec ce nouveau reste ici. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous donne. Donc je lance la fonction et voyons un peu quels sont les premiers couples pour lesquels ça donne des valeurs. Voilà, donc le premier couple pour lequel il faut une étape, c'est 1, 1, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Le deuxième couple, c'est 2, 3, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Le troisième couple, là ça a changé, c'est plus comme tout à l'heure. Maintenant il y a un 7 qui apparaît ici, vous voyez que en diagonale, on ne retrouve pas la même chose. Ici pareil, hein, en diagonale on ne retrouve pas, en diagonale on ne retrouve pas, c'est pas du tout comme tout à l'heure, c'est d'autres nombres. Et vous voyez que l'algorithme demande 10 étapes, on a eu besoin d'aller beaucoup moins loin qu'auparavant, beaucoup plus loin qu'auparavant. Donc en 10 étapes, on peut traiter beaucoup plus de couples qu'auparavant. Donc là, vous voyez, pour 10 étapes, le nombre qu'on a ici, c'est 2378. Tout à l'heure, quand on l'avait fait, si je remonte dans les calculs, c'est où? Ici. 10 étapes, on était à 89. Donc vous voyez que là, on va beaucoup plus vite. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va dire ces nombres-là, soit j'ai l'œil et je reconnais quelque chose, soit je l'ai pas et je vais dans l'OEIAS. Donc si vous allez dans l'OEIAS, vous allez bien sûr trouver cette suite, 3, 7, 17, 41 et 99, mais on peut quand même essayer de voir un petit peu si on y comprend quelque chose par nous-mêmes, et on voit que 5 plus 7, ça fait 12. 12 plus 17, ça fait 29. 29 plus 41, ça fait 70. Donc là, ce qu'on voit, c'est que le premier nombre ici, c'est la somme de ces deux-là. Bon. Et maintenant, puisque celui-ci, c'est la somme de ces deux-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre qui est ici, en fait, c'est 2 fois celui-ci. Donc on va essayer 58 plus celui-là, plus 12. Ça fait 68 et 2, 70. Vous voyez, lui fois 2 plus lui. Voyons si ça marche avec un autre. 12, est-ce que c'est bien 2 fois 5 plus 2? Oui. Et 169, est-ce que c'est bien 2 fois 70 plus 29? Eh bien, ça fait 140 et 29, 169. Oui, ça marche. Donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est presque comme Fibonacci, sauf que le nombre qui est ici, c'est pas la somme des deux précédents, c'est 2 fois celui-là plus celui-ci. Alors ces nombres-là, ils sont connus, eux aussi, et ils ont été étudiés par un certain monsieur Pell en 1650. Donc vous avez la même définition, P0 C0, P1 C1, Pn plus 2, donc P c'est pour Pell, hein. Pn plus 2, c'est 2 fois Pn plus 1 plus Pn. Donc la seule différence avec le Fibonacci, c'est le 2 qui est ici. Et on peut faire exactement comme tout à l'heure et trouver que Pn, eh bien c'est 1 plus racine de 2 puissance n, moins 1 moins racine de 2 puissance n sur 2 racines de 2. Et on peut démontrer aussi que, comme tout à l'heure, le nombre d'étapes
le nombre d'appels récursifs de cet Euclide relatif, avec un reste qui peut être négatif, eh bien, il est borné par quelque chose de beaucoup plus petit que ce qu'on avait avant, 2,613 fois le nombre de chiffres de A plus 1,17. Donc cette méthode qu'on a ici, elle est presque 2 fois plus rapide que la précédente. Tout à l'heure, on avait 4,785. Maintenant, on a 2,613. Ça va beaucoup plus vite. En fait, si on fait le rapport, hein, ça va 1,83 fois plus vite. Bien. Eh bien, on a presque terminé. On est content parce qu'on a trouvé quelque chose qui est plus efficace que l'algorithme d'Euclide standard. C'est un algorithme d'Euclide relatif et ça va beaucoup plus vite. Alors, une petite remarque, c'est qu'ici, quand on a fait ces calculs de longueur, ici, eh bien, en fait, on a recalculé plein de fois les mêmes PGCD. Et du coup, bah, c'est pas très efficace de recalculer, recalculer, recalculer. Alors une autre façon de faire, c'est d'utiliser une programmation un peu plus dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va prendre des valeurs qu'on va donner au départ, et puis on va les modifier au fur et à mesure que notre programme avance pour obtenir à la fin celle qu'on souhaite obtenir. C'est pas du tout comme ici où on opère de manière récursive. Non, ici, on va plutôt remplir un tableau de manière dynamique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous voyez, ici, on part avec un premier tableau qui contient tous les comptes, toutes les longueurs obtenues précédemment. Donc, il faut se dire que ce tableau, en fait, il a des lignes et des colonnes. Donc ici, on voit une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Il y a combien de lignes? Il y en a 3 au total. 1, 2, 3. Et dans chaque ligne, il y a combien de colonnes? 1, 2, 3 aussi. Donc, on a un tableau, en fait, il faut voir ça comme un tableau, hein. Et d'ailleurs, on va l'afficher après comme un tableau. Et le but, ça va être de dire, bah, maintenant que j'ai ce tableau où je regarde ce qui se passe pour A égale 0, 1, 2, et B égale 0, 1, 2, eh bien, je vais augmenter un petit peu les valeurs. Donc, je vais faire aller A et B jusqu'à, enfin, de 0 jusqu'à 1 de plus. Donc ici, ça va être jusqu'à 3. Et puis après, une fois que j'aurai obtenu le nouveau tableau, avec A et B variant entre 0 et 3, je vais aller jusqu'à 4. Donc à chaque fois, je vais devoir rajouter eh bien, une colonne au bout, enfin une valeur au bout de chaque ligne, et une ligne en bas. Donc c'est ce qui est fait ici. Si vous voulez l'étudier un petit peu plus, vous pouvez faire pause, mais on va pas non plus y passer 1 heure. L'avantage, c'est que du coup, vous voyez, pour remplir, quand on a donc ça commence ici. Donc nous, on veut remplir la dernière colonne ici, hein, on suppose que on en est là. Donc on va prendre notre A, pardon, notre B, il va être égal à 0, 1, 2, 3, le nouveau qui devrait apparaître ici. Donc B il vaut 3, et puis d'abord A égale 0, puis A égale 1, puis A égale 2, puis A égale 3. On va faire ça. Mais vous voyez qu'ici, pour rajouter au bout la valeur qu'on obtient en prenant B égale 2, disons ici, je vais faire une division de 2 par 1, et je vais obtenir, pardon, de 3 on va faire le suivant, de 3 par 2. Quand je fais la division, je vais devoir calculer ensuite le BGCD de 1 et 2. Et celui-ci, je le connais déjà. Il est, enfin, le nombre d'étapes nécessaires, je le connais déjà. Il sera à l'intersection de cette colonne et de la ligne, de la troisième ligne. Donc ça va être 1. Donc j'ai qu'à aller le rechercher. Et donc c'est ce qui est fait ici.
Et de cette façon-là, on obtient, donc je vais faire ici, on va faire, on va montrer ça, enlarge t counts, et on va dire, on va aller jusqu'à, on va rajouter 10 lignes et 10 colonnes, et puis on va faire for i in range de len de table, c'est celui-ci qui grandit à chaque fois, hop, celui-ci, donc table Euclide Counts, tac tac. Donc on va juste afficher la ième ligne. Donc hop, donc le T, et on va mettre crochet I. Voilà. Donc on va voir ce que ça nous donne une fois qu'on a fait comme ça. On l'élargit et on devrait obtenir, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, ah oui, pardon, il n'y a pas de S, c'est juste pour ça. Donc tant que j'y suis, je vais retirer ici ça, hop, faut pas que ça interfère. Et le calcul est parti, il dit il manque un argument. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, il faut que je dise le nom de la table. Il me semblait l'avoir fait, mais c'est pas le cas, donc on va le mettre. Voilà. Alors normalement ça devrait fonctionner cette fois-ci. Voyons. Voilà, donc on obtient cette table, et vous voyez ici, on regarde, par exemple, on va regarder pour 5 et 8, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bien pour 5 et 8, il faut 4 étapes. Et on avait dit tout à l'heure que c'était le plus petit couple pour lequel il fallait 4 étapes, et vous voyez qu'effectivement avant, ici, il n'y a jamais de valeur plus grande que 4, enfin que 3 en fait. Bien, et vous voyez, du coup, en fait, pour calculer un PGCD, grâce à cette méthode, on a fait juste une opération. À chaque fois, on dit, je calcule le PGCD du nouveau et de la ligne où j'en suis, et puis, donc je regarde la première étape, elle me ramène dans le tableau que je connais, et je sais que du coup, si je tombe ici, par exemple, je vais devoir... Et il me restera encore 3 étapes à faire. Comme j'en ai déjà fait une, ça veut dire qu'au total, j'en aurai 4 à faire. Donc je vais mettre un 4 ici. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et bon, donc je m'attarde pas trop là-dessus parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais ça permet quand même de faire des choses assez amusantes, parce que maintenant on a une fonction Python, et Python donne un moyen de faire un dessin grâce à ça, en affichant des pixels, et en mettant une couleur qui est de plus en plus chaude à mesure que le nombre est de plus en plus grand. Donc par exemple ici, si je... Donc là j'utilise cette fonction. Donc vous voyez, c'est ici, hein, on prend notre tableau, on l'élargit, donc on met un certain nombre, et après on dit, ben voilà, c'est ça c'est la fonction Python, de dessiner ce tableau. Donc c'est ici, dessiner avec imshow. Donc on va faire ça directement ici, et on va regarder ce que ça nous donne. Donc on va faire Euclid Pic. Bon, ce tableau, pour l'instant, on va pas l'élargir du tout. On va dire, on rajoute pas de valeur. Et par contre, on va donner un nom, et ce nom, ça va être tutu.png. Hop. Donc, ce que va faire Python, c'est qu'il va nous faire un joli dessin, et il va être enregistré sous le nom tutu.png. Donc, c'est parti. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, si je vais dans mon dossier ici, hop, je vais voir que j'ai un fichier qui s'appelle tutu.png, oui, il est là, et si je veux le regarder, hop, voilà, il est là. Donc là, vous voyez, c'est 0, 0, là, c'est, donc il y a besoin de 0 étape. Quand on prend
le couple 0, pardon, 1, 0, on a besoin de 0 étape, 2, 0, on a besoin de 0 étape, 0, 1, on a besoin de 0 étape, 0, 2, on a besoin de 0 étape. Par contre, quand on met 1 n'importe quoi, on aura besoin à chaque fois d'une étape, donc là, à chaque fois, c'est 1. Puis, quand on prend maintenant A égale 2, ben, 2, 0 c'est déjà vu, 2, 1 c'est déjà vu, 2, 2, ben, en un coup, on tombe sur 2, 0, donc on a besoin d'une seule étape. 2, 3, par contre, on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le premier couple pour lequel on a besoin de 2 étapes, etc. Et puis là, vous voyez, on a 3, 5, le premier couple pour lequel on a besoin de 3 étapes. Et puis 5, 8, le premier couple pour lequel on a besoin d'une étape supplémentaire, etc. Alors, bon, vu comme ça, c'est sûr, c'est pas... c'est joli, on reconnaît des choses, etc. Mais bon, il n'y a pas de quoi non plus être émerveillé. Par contre, maintenant, on peut essayer de faire quelque chose. C'est, on va rajouter 300 lignes et 300 colonnes. Donc on va aller jusqu'à 300. Voilà. On va rajouter 300 lignes et 300 colonnes dans ce tableau de manière à avoir tous les comptes jusque-là. Donc vous voyez un petit peu ce que ça nous donne. Donc ça va prendre un petit moment supplémentaire, mais presque pas, et pouf, je recharge et voilà ce que j'obtiens. Alors là par contre, moi personnellement je trouve que c'est joli ce dessin, et on y reconnaît un certain nombre de choses. Donc d'abord, proche du 0, ici, on a des valeurs de complexité qui sont toutes petites, puisque quand on fait 0 quelque chose, le PGCD de 0 est quelque chose, on sait tout de suite ce que c'est, on n'a même pas besoin d'une étape. Ici, la bande bleue, la diagonale bleue qu'on voit, eh bien c'est les valeurs du type A égale B. Donc là, quand on fait A égale B, la division, ça va donner directement un reste de 0, donc on a besoin d'une seule étape sur la diagonale bleue ici. Donc on comprend ça ici. Là, ce trait jaune que vous voyez, eh bien en fait, il est jaune pourquoi? Parce qu'il contient tous les couples Fn, Fn plus 1. Donc tous les couples pour lesquels on monte d'un cran. Mais on a besoin d'une étape supplémentaire dans l'algorithme d'Euclide. Et du coup, on peut calculer, c'est facile à voir, qu'en fait, la pente de cette droite-là, c'est le nombre d'or, le fameux phi qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, on a ici phi au carré. Ça, c'est les nombres de la forme Fn, Fn plus 2, etc. Et puis là, par contre, ça, c'est la droite y égale 2x. C'est tous les nombres de la forme b égale, enfin tous les couples où b est le double de a. Et encore une fois, quand b est le double de a et que vous divisez b par a, vous trouvez 2 au quotient et 0 au reste. Donc en un coup, c'est réglé. Donc c'est pour ça qu'on a cette belle bande bleue ici. Et puis là, vous avez 3. Et puis là, vous avez 3 demi qui est ici. Et on a des tas de résonances comme ça. On retrouve ici d'autres combinaisons avec les nombres de Fibonacci qui alternent avec d'autres combinaisons de multiples pour lesquelles on a besoin de peu de calculs. Voilà, donc c'est fini, c'est tout ce que je voulais vous montrer cette fois-ci. Donc, à retenir de cette vidéo, eh bien, l'algorithme d'Euclide, il est rapide. Il y a une version un petit peu plus rapide, enfin presque 2 fois plus rapide, c'est quand on admet un reste négatif. Voilà, dans la prochaine vidéo, on parlera des cas plus proches voisins.